Bonjour les premières, aujourd'hui je vais traiter du chapitre 4 au sein du thème 3 qui s'appelle les frontières intérieures et extérieures de l'Union européenne. Certains l'ont déjà fait mais pas tout le monde, d'où cette vidéo. Alors là vous avez une affiche de caricature qui montre un camion représentant les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes et ce camion il est bloqué de trois côtés par des barrières, par des péages, ce qui nous montre en 2015 l'idée de frontières qui se referment, là cette fois des frontières de l'Union européenne. Donc voilà le titre du chapitre, et ça c'est ce que je vous ai mis en introduction. Voilà, donc l'idée c'est que nous avons vu la question des frontières. Qu'en est-il de l'Union européenne, de ses frontières intérieures, de ses frontières extérieures, de ses frontières plus virtuelles, culturelles, des espaces frontaliers, des murs. Et ben voilà, tout ça, on va l'appliquer à l'Union européenne parce que l'Union européenne est vraiment un très bon exemple de ces frontières matérialisées, de ces frontières virtuelles, de ces frontières ouvertes et fermées. D'où cette problématique, les frontières de l'UE sont-elles toutes claires, évidentes, compréhensibles et ouvertes, sont-elles toutes claires et ouvertes? Et je commence par ceci en grand 1, l'évolution des frontières extérieures de l'UE. Donc là, j'ai passé par une carte pour vous montrer que cette Union européenne s'est sans cesse agrandie depuis 1957. Donc là, prenez bien des notes sur tout ce que je dis sur votre cahier. Là, vous avez donc ce croquis qui vous représente l'entrée progressive de différents pays dans l'Union européenne, qui s'appelait en 1957 la CEE, la Communauté économique européenne. Donc au départ, c'est l'Europe des 6. Ce sont eux les pères fondateurs de l'UE. D'accord, la France, l'Allemagne, l'Italie, plus Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Puis après, donc, comme vous le voyez, l'Europe s'est étendue au nord, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark, puis après au sud, vers la Méditerranée, puis après à l'est. D'accord ? Évidemment, depuis 2016, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'UE à cause notamment de ce qu'on appelle le Brexit. D'accord ? Donc une extension très très importante. On est passé donc de 6 pays à maintenant 27 pays. D'accord ? Une extension très importante. Vraiment importante et régulière. Donc là maintenant on va étudier ce document qui est un texte de Michel Fouché. Je vous rappelle que Michel Fouché c'est le grand géopoliticien spécialiste des frontières en France qui a écrit énormément de livres sur cette question des frontières. Voilà, là j'ai zoomé pour que vous voyez mieux. Alors je vous laisse lire ce texte, quelques secondes pour en prendre connaissance. Allez, j'attaque. Donc dans ce texte, les éléments importants, c'est que réfléchir sur les frontières de l'UE, c'est réfléchir sur les limites idéales, les limites souhaitables, les limites si possible parfaites pour cette organisation qu'est l'Union européenne. Et là, on voit apparaître deux camps, si vous voulez. Premier camp, première interprétation possible, ceux qui veulent donc une Europe qui s'étende, une Europe qui soit vaste, qui ait une grande superficie, de manière à obtenir un grand marché, de manière à ce qu'il y ait des opportunités économiques pour les entreprises, des possibilités donc d'exportation, et puis ça permettrait aussi d'avoir une Union européenne puissante, notamment face à la Chine et face aux États-Unis qui sont des États continents, d'accord ? Alors ceux-là, on les appelle les partisans de la Grande Europe, d'accord ? Deuxième partie donc du texte.
Donc là, on va apparaître le deuxième camp qui est opposé, ceux qui mettent en avant l'identité de l'Europe, sa culture et ses valeurs, qui insistent sur l'idée d'avoir une cohésion interne, d'avoir une unité, qui veulent une pause dans l'élargissement de l'Union européenne. Ceux-là, on va les appeler les partisans de la petite Europe, parce qu'ils ne veulent pas une extension continue, ils veulent plutôt une extension maîtrisée, contrôlée. D'accord ? Donc là, Michel Fouché explique ça en 2009. De nos jours, à cause du Brexit, c'est plutôt les partisans de la petite Europe qui l'emportent. On est plutôt dans une période de pause dans l'élargissement de l'Europe, plutôt une période de pause et de remise en question. Mais ce débat est né dans le passé, il concerne l'Europe dans le présent et il touchera encore une fois l'Europe à l'avenir. C'est un débat un petit peu éternel. D'accord ? Alors, lorsque je vous parlais de cohésion, on a une super caricature de Pierre Kroll qui met en avant cette idée d'unité et de cohésion. Là, en 1957, vous voyez donc une dame qui demande aux dirigeants européens un café, ils répondent tous oui. Et là, donc, en 2007, la dame a même pas eu le temps de demander quoi que ce soit, que tout le monde donne une boisson différente en fait. Voyez, un cappuccino, un thé noir, un chocolat, un café sans sucre, un café au lait, un thé à l'orange, un café décaféiné, une tisane. Ils répondent tous une voix différente, un choix différent. Donc c'est l'idée que si l'Europe s'agrandit, peut-être trop vite, elle risque de se diviser, d'être moins homogène, qu'il y ait moins de cohésion. L'idée qu'il y ait moins d'unité. D'accord ? Voyons maintenant où c'est que l'Union européenne pourrait s'élargir. Je vous ai dit qu'actuellement, là, en 2020-2021, on a une période de pause, mais à quel endroit on pourrait avoir des pays qui pourraient intégrer un jour, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, l'Union européenne. Alors déjà, ce n'est pas à l'est. Du côté de l'est, on voit petit à petit en rouge là une frontière qui se dessine à cause des relations très tendues avec la Russie. D'accord ? Vladimir Poutine considère la Biélorussie, l'Ukraine et la Moldavie comme son étranger proche, c'est-à-dire un peu sa sphère d'influence. Et du coup, il va tout faire, il l'a fait dans le passé et actuellement il fait tout pour s'opposer à l'idée que ces pays-là, donc Biélorussie, Ukraine, Moldavie, mais aussi la Géorgie dans le Caucase, c'est-à-dire à l'est de la mer Noire, que ces pays ne rentrent pas dans l'UE et ne rentrent pas au passage dans l'OTAN, l'alliance militaire des Américains. Donc, à l'Est, l'extension semble vraiment bloquée. Toutes ces crises et ces petits conflits marquent une sorte d'opposition de Vladimir Poutine à l'extension de l'Europe à l'Est. Ensuite, la Turquie actuellement ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. D'ailleurs, son dirigeant Recep Erdogan, au départ, voulait rentrer dans l'UE en 2002, mais maintenant, c'est plus d'actualité, il ne souhaite pas rentrer dans l'UE. Et il y a des tensions importantes entre l'UE et la Turquie, donc pour le moment, c'est clairement une candidature qui est en pause. Alors, où l'Union européenne, du coup, pourrait-elle s'étendre à l'avenir ? Du côté du nord-ouest, c'est bouché. On l'a vu, le Brexit empêche l'Angleterre donc d'être dans l'UE. La Norvège, elle a eu plus de 70 ans pour entrer dans l'UE, elle ne l'a jamais fait. Et l'Islande, je vais vous le dire après, ne souhaite pas rentrer dans l'UE. Voilà, ce qui reste, c'est globalement donc cette Europe du Sud-Est qu'on appelle parfois les Balkans. Ouais, Balkans, B-A-L-K-A-N-S, du nom d'une chaîne de montagnes. Cette Europe du Sud-Est, il y a plusieurs pays qui pourraient rentrer dans l'UE. Alors vous avez déjà la Croatie à l'ouest, qui est déjà dans l'Union européenne. Et là, je vous ai mis ce document du site touteleurope.eu, donc un site européen.
qui vous fait un petit peu un bilan pays par pays des candidatures ou des possibilités de rentrer dans l'UE. Donc vous voyez, la Turquie, c'est marqué négociation au point mort. La Macédoine du Nord pourrait adhérer, hein, c'est une candidature et une entrée possible, probable. Le Monténégro, pareil, candidature probable. Par contre, Albanie, Serbie, Kosovo, c'est un peu moins sûr, hein. Il y a dans ces pays-là des problèmes de démocratie, des problèmes d'état de droit, des problèmes de respect des droits de l'homme, notamment liberté de la presse, parfois de l'instabilité, et puis au niveau de l'économie, des économies moins solides. Donc c'est un peu moins probable. Tout en bas, je vous ai mis l'Islande. Hein. L'Islande a hésité en 2013, puis en 2015 a annoncé son retrait des négociations. D'accord ? Donc voilà un petit peu où on en est. Si l'Union européenne devrait s'étendre, c'est plutôt en Europe du Sud-Est. Cependant, on parle beaucoup là du continent européen, mais l'Union européenne, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'Europe qui n'est pas dans l'Europe. Alors, vous avez peut-être du mal à comprendre, et ma carte va vous éclairer sur cette question. Vous avez donc en bleu les pays du continent européen, qu'on appelle parfois l'Europe métropolitaine, et puis vous avez à côté les régions ultra-périphériques, que nous, en France, on appelle les dom-toms, d'accord ? Donc, vous voyez que vous avez une multitude d'îles un peu partout dans le monde. Des îles dans l'Atlantique, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, dans le Pacifique. Hein. Donc, vous avez plein de petits territoires qui sont sur tous les autres continents et qui font pourtant partie de l'Union européenne, d'accord ? Notons notamment la grande île du Groenland, qui appartient au Danemark, qui est tout au nord de cette carte en vert. Et puis, du côté, vous avez également tout au sud des territoires dans l'Antarctique, hein, qui est un autre continent, d'accord, qui appartiennent aux Britanniques et aux Français. Là, je vous ai fait un petit zoom, bon, c'est un peu flou, mais je pense que vous comprendrez. Beaucoup de territoires dans les Caraïbes et dans l'Atlantique Nord, hein, les Açores, l'île de Madère, les îles Canaries, les îles des Bermudes, la Martinique, la Guadeloupe, donc le Groenland que j'ai déjà évoqué, la Guyane. Vous avez vraiment toute une série de pays. Hein. Là, on vous en cite d'autres. Les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les Antilles néerlandaises, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les lister, mais retenez bien ça. Vous avez une multitude d'îles sur tous les océans, une multitude donc de dom-toms et de régions ultra-périphériques. C'est ça qu'on appelle l'Europe qui n'est pas dans l'Europe. Maintenant, voyons en grand 2 les frontières qui sont ouvertes de l'Union européenne en nous attardant sur la question de l'espace Schengen, de l'accord de Schengen de 1985, qui est la base de la base. Là, vous avez donc le texte lui-même, hein, vous avez des extraits. Je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance. Alors, le plus important, c'est l'article 2, ici. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'aucun contrôle de personne ne soit effectué. Donc c'est simple, si vous allez de la France à l'Italie, vous n'allez pas être contrôlé par les douaniers. Pareil entre la France et la Belgique, d'accord ? Donc la convention de Schengen, c'est vraiment la libre circulation des personnes. L'idée, c'est que les voyageurs, les touristes, les hommes d'affaires, les travailleurs transfrontaliers, tout le monde puisse circuler très facilement. D'accord ? Là, vous avez la deuxième partie donc, de l'accord. Notons donc la question des frontières externes. Les frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire donc celles qui concernent un pays de l'UE et un pays étranger, et bien celles-ci, elles sont par contre fermées. Hein. On nous dit qu'il peut y avoir des contrôles sur des points de passage frontaliers. Elles sont fermées. Quelques petites précisions. Donc dans l'article 2, on nous dit quand même que temporairement,
des contrôles frontaliers nationaux peuvent être effectués temporairement. Et cet alinéa 2 de l'article 2 a été utilisé notamment lors des attentats terroristes ou de la crise du Covid. L'article 28, lui, évoque la Convention de Genève qui force les États européens à accueillir les réfugiés, ceux qui fuient donc les guerres et les dictatures. Donc les frontières extérieures de l'Union européenne sont fermées par rapport aux migrants, mais par contre les réfugiés, eux, ils forment un cas à part, ils peuvent rentrer. D'accord ? Même si de nos jours, les États ont tendance à utiliser les prétextes pour faire barrage à ces réfugiés. Je pense notamment aux réfugiés qui viennent de Syrie et d'Érythrée. Enfin, dernier exemple qu'on va voir dans cette vidéo, les espaces transfrontaliers. Alors, la Commission européenne a tout fait pour favoriser les espaces transfrontaliers. Alors, les espaces transfrontaliers, je vous rappelle que c'est des petits territoires qui sont situés des deux côtés d'une frontière et qui vont coopérer massivement. Donc, on va avoir des eurorégions, mais moi là, je vais traiter du cas d'une eurométropole, c'est celle en fait de Lille. Pour être précis, de Lille, de Tournai en Belgique et de Kortrijk, c'est aussi en Belgique. Dans cette carte, donc vous voyez en jaune clair au centre la métropole donc de Lille qui est dans une position carrefour, d'accord ? Elle est clairement dans une position carrefour entre l'Angleterre, le pôle parisien et puis la Belgique, voire Pays-Bas et Luxembourg. Hein, une position carrefour. Et elle souhaite en tirer profit. Donc, Kortrijk et Tournai, c'est côté Belgique, et Lille, c'est côté français. Il y a beaucoup d'échanges. Là, je vous ai mis quelques statistiques. Cette métropole compte 2,1 millions d'habitants. Hein, donc là, on est sur une aire urbaine, c'est-à-dire une ville-centre et puis des banlieues autour. Une zone périurbaine autour, pour être précis. C'est 900 000 emplois et plus de 160 000 déplacements transfrontaliers par jour. Hein, donc il y a des transfrontaliers, des travailleurs qui franchissent chaque jour cette limite, cette frontière. Donc, dans quel domaine Lille, Kortrijk et Tournai vont coopérer ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà la question des transports. Hein, la question des transports est vraiment essentielle, vu que vous avez des mouvements de personnes. Ils vont essayer de faire notamment des lignes de bus, des lignes de train, qui vont franchir la frontière, d'améliorer ces axes qui passent la frontière. Hein. D'accord ? Il y a aussi le projet de développer l'identité culturelle, de faire du développement économique, de soutenir des entreprises pour qu'elles soient fortes, compétitives, efficaces. L'idée est donc de renforcer la cohésion, hein, d'unifier un petit peu ces trois agglomérations, ces trois villes, de réduire les inégalités, c'est-à-dire que sur le territoire de cette aire urbaine, il y a l'idée de réduire les inégalités, hein, d'aider les zones qui s'en sortent moins bien, les zones en difficulté. Enfin, dernier élément, il y a aussi des objectifs écologiques, hein, pour protéger l'environnement, notamment du côté des transports doux, hein, non polluants. D'accord ? Donc là, vous avez trois villes qui ont décidé de mettre leur destin en commun, de coopérer, de faire des projets ensemble. Et puis, donc vous avez une eurométropole qui touche des subventions de l'Union européenne et qui est vraiment au cœur de flux divers et nombreux. Alors, je vous remercie pour votre écoute. La prochaine fois, on verra ce grand 3. Tenez bien votre cahier sérieusement, prenez des notes, hein, et puis je vous dis